Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. À des trucs bien bizarres, puis bien fuckés. Au programme cette semaine, nous recevons le réalisateur Pat Tremblay ainsi que l'acteur Laurent Lecomte. En chronique, Élise Lucien-Ripin donne ses impressions sur le livre La disparition d'Heinrich Schlegel de Martha Bailly. Sébastien Bourget nous parle du jeu vidéo Dead by Daylight. Enfin, Alexia Sauton nous présente un reportage sur une conférence portant sur la science-fiction et le fantastique québécois. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 Canada. L'épave du HMS Terror, deuxième navire de l'expédition Franklin parti à la recherche en mai 1845 d'une nouvelle voie maritime permettant de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vient d'être retrouvé dans l'Arctique. Ce sont les équipes de Parc Canada qui sont à l'origine de cette trouvaille. La structure du bateau aurait été retrouvée intacte ou presque, les 3 mâts étant brisés. Le HMS Erebus, l'autre bâtiment faisant partie de l'expédition, a été découvert pour sa part il y a 2 ans. À l'époque, cette nouvelle avait été annoncée en grande pompe par Stephen Harper lui-même. Oh! Nous apprenons à l'instant que le premier ministre Justin Trudeau vient de quitter pour l'Arctique afin de prendre un selfie avec le bateau. Vatican. L'ancien exorciste du Vatican et du diocèse de Rome, Gabriel Amort, est mort à l'âge de 91 ans. Nommé prêtre en 1954, il devient le prêtre exorciste du Vatican en 1990, succédant au père Candido Amantini qu'il avait secondé pendant plusieurs années. Il fonde à cette date l'Association internationale des exorcistes, qu'il présidera jusqu'à sa retraite à l'âge de 75 ans. Cette association, reconnue officiellement par le Vatican depuis 2014, compte aujourd'hui quelques 250 exorcistes dans 30 pays. Selon son éditeur en France, le père Amort aurait réalisé au total 160 000 exorcismes. Si je fais un calcul rapide, là, ça fait 3200 exorcismes par année, c'est-à-dire 8 à 9 par jour. Et il s'en fait des possédés, ça. Belgique. Le 18 septembre au matin, les Bruxellois ont découvert un graffiti d'un immense pénis sur la façade d'un immeuble près de la barrière Saint-Gilles, dans le sud de la ville. L'œuvre aurait été réalisée en une seule nuit par un artiste dont on ne connaît toujours pas l'identité. Si ce portrait d'un membre masculin ne fait pas l'unanimité, il semble que ce ne soit pas la première fois que des graffitis de nature sexuelle soient peints sur les murs de la ville, comme vous pouvez le constater sur les photos apparaissant à l'écran. Personnellement, ça ne me choque pas. Bruxelles, c'est pas la capitale des moules et des frites. Chine. Les autorités chinoises ont fait savoir en conférence de presse que leur station spatiale était hors de contrôle, ce qui signifie que son entrée dans l'atmosphère pourrait poser quelques problèmes. Apparemment, il ne faudrait pas s'alarmer, mais cette nouvelle inquiète tout de même. Lancée en 2011, la station spatiale Tiangong-1 n'était heureusement plus en fonction depuis quelque temps déjà. Une nouvelle station a d'ailleurs été lancée dernièrement afin de la remplacer. On estime que la station entre en contact avec l'atmosphère d'ici la fin 2017. Islande. Une entreprise de travaux publics islandaise a décidé de déterrer un rocher pour calmer la colère des elfes. Selon elle, leur habitat aurait été dérangé, provoquant plusieurs incidents. La route aurait été inondée et l'homme venu constater les dégâts se serait blessé. Une pelleteuse serait également tombée en panne et un journaliste venu faire un reportage serait tombé dans une mare de boue. Pour l'entreprise de travaux publics BASS, tous ces événements seraient liés à Alfkonstein, le rocher de la Dame Elfe recouvert en août 2015 à l'occasion de la création de la route. L'entreprise a donc décidé de déterrer le rocher pour apaiser les créatures. Parle-moi de ça, une entreprise qui a conscience de l'impact qu'elle a sur son environnement. États-Unis. Grosse nouvelle. La NASA a actualisé les signes du zodiaque pour la première fois depuis 2000 ans. Et pour la plupart d'entre vous, votre signe astrologique s'est décalé.
Il y aurait eu en effet un changement de position des astres en raison de l'oscillation de l'axe de rotation de la Terre causé par les forces des marées de la Lune et du Soleil au cours des 2 ou 3 derniers millénaires. Ainsi, puisque les constellations annoncent à présent un autre mois, 86 % des personnes vivraient sous le mauvais horoscope. C'est pas vrai, ça, là. Voyons, c'est un canular. Oui, un taureau. Ben oui, c'est ça. Voyons donc. Caroline, Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. On débute avec une première chronique ce soir avec Élise Lucie-Henri Pain. Élise, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va toi? Oui. Alors, tu viens de parler d'un livre ce soir qui est publié aux éditions Le Méacre. Oui, donc ça vient toujours de sortir, date de parution le 26 septembre, si je ne me trompe pas. C'est La disparition d'Hendrik Schlegel de Martha... Hey, ça commence bien. Bailly, oui, Martha Bailly. Qui est ça? Qui est ça? C'est qui ça? C'est une auteure torontoise, donc Okay. c'est son 5e roman, mais c'est le premier à être traduit en français. C'est vraiment une histoire, c'est très dur à résumer, alors je vais vraiment faire mon possible. On se retrouve, c'est une biographie fictive de Hendrik Schlegel, qui est un Allemand. Okay. En 1980, Hendrik décide d'explorer le Nord, donc il se rend à l'île de Baffin pour un voyage de 2 semaines. Okay. Et quand il revient au bout de 2 semaines, il s'aperçoit que 30 ans se sont écoulés et qu'il n'a pas pris une ride. Ah, OK. Savoir. Et de la façon que c'est bâti, c'est un roman fantastique? C'est pas tant un roman fantastique, c'est vraiment une œuvre hybride. En fait, tout, c'est un peu comme un collage ou un genre de scrapbook. Tu as des extraits d'encyclopédie, tu as des extraits de carnet intime, tu as beaucoup de notes aussi en bas de page de l'archiviste qui a mis tout le livre ensemble, OK. qui va parler de sa vie personnelle, qui a son ton à elle, en fait. Donc, c'est comme un peu méta, si tu vois la confection du livre. La narration est pas mal éclatée. Il y a différentes sources de textes. Il y a différentes sources et entre autres, il y a beaucoup d'extraits de Samuel Hearne. Samuel Hearne, c'est vraiment un personnage qui a existé. C'était un Britannique qui a été employé par la compagnie de la baie d'Hudson à la fin du 19e siècle et il a traversé tout le Canada jusqu'à l'océan Arctique, en fait, tout le nord du Canada jusqu'à l'océan Arctique. Il était à la recherche de mines de cuivre. OK. Puis il a fait ça à pied, en ski, en raquette? Il a fait ça à pied. J'imagine qu'à un moment donné, il a dû se porter des raquettes ou il a dû faire du traîneau de chien aussi, mais l'essentiel à pied. OK. Puis Samuel Hearne, en fait, c'est le héros de Schlegel. Il va suivre ses pistes, mais aussi il va nous permettre d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus sombres, qui sont vraiment au cœur du roman, et c'est le génocide culturel des Amérindiens. Ah. Donc, Hearne a écrit là-dessus aussi. Puis, bien évidemment, comme je dis, c'est l'introduction parce qu'une fois rendu dans le Grand Nord, ils vont rencontrer le personnage des Inuits et puis là aussi... Mais dans son expédition, en fait, est-ce qu'il voit justement l'impact qu'a eu la civilisation sur les Il va faire beaucoup de rêves. Il Okay. va avoir des visions dans lesquelles il va justement voir des trucs. Donc, on va parler beaucoup, surtout de pensionnats autochtones, qui étaient des écoles... tu sais, c'est quoi un pensionnat autochtone? Oui. Bon, quand même, je l'expliquais un peu. Au début du 19e siècle, le dernier, en fait, a fermé ses portes en 1996. C'était des écoles qui visaient... En Colombie-Britannique, je pense, le dernier, ou dans ce coin-là. C'était dans l'Ouest. Je sais pas. OK, vas-y, continue. C'était des écoles qui visaient à évangéliser et à assimiler les Amérindiens. Donc, on va parler beaucoup de ça. On va parler aussi de trucs, par exemple, les chiens de traîneau qui se faisaient tuer ou bien... Oui, il y en a plusieurs qui ont été éliminés, en fait, par, entre autres, soit la GRC ou la SQ à une certaine époque. Là. Vraiment plein de trucs vraiment sombres, sans nécessairement que ça soit, le ton reste quand même assez léger. C'est déprimant ou comme non, c'est pas des... c'est sûr que c'est pas des sujets joyeux, là, mais le ton reste quand même assez léger. Puis en terminant, comment tu l'as trouvé, toi? Est-ce que tu as apprécié? C'est vraiment génial, il faut vraiment le lire. C'est super complexe et puis l'auteur a vraiment une belle plume, super vivante. Okay. Elle a un talent pour trouver le mot juste, pour trouver des images. Puis la traduction est bonne. La traduction est bonne. Je pense que oui, c'est bien écrit, mais j'ai pas lu la version anglaise. Ah, OK, parfait. Bon, mais merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir. Là, maintenant, on va aller voir une étrange séquence. C'est un nouveau segment à l'étrange programme. Et bien, je dois faire un coming out. Je suis fan de Nicolas Cage. Et oui, même encore aujourd'hui, même s'il est devenu un has-been fini, j'aime beaucoup Nicolas Cage. Et là, ce que vous allez voir, en fait, c'est une vidéo qui a été prise à un talk show. C'est l'intro du talk show. Alors, on va voir ça. Welcome, Nicolas Cage.
mon invité de ce soir a réalisé jusqu'à maintenant 3 longs métrages qui flirtent avec la science-fiction et le cinéma expérimental. Son plus récent, Atmo Rocks, a été présenté en première nord-américaine à Fantasia cet été. Alors, on le reçoit en studio avec son acteur principal, Pat Tremblay. Laurent Lecomte, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, merci d'être avec nous en studio. C'est un plaisir. Pour commencer, contrairement à ton précédent film qui était Elicious Acres, qui était un peu plus linéaire quand même et narratif, là, tu as complètement abandonné la narration pour un film plus expérimental, constitué de vignettes, de performances, si je peux dire. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule pour un long métrage? Puis pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Effectivement, c'est très casse-gueule pour un long métrage, mais j'avais débuté avec des idées un peu disparates au début, puis des thèmes, puis des concepts que j'avais depuis un certain temps, que j'ai décidé de faire des scènes, puis éventuellement mon côté rationnel, le fait que je voulais absolument raccorder ça ensemble puis avoir un lien entre les scènes, mais pas nécessairement facilement. Donc, plus le film avance, plus au départ, ça a l'air vraiment des vignettes, mais éventuellement, il y a des liens qui se font entre chaque, etc. Fait que ça devient comme un puzzle. Bien, chaque performance répond un peu à l'autre. Il y a un dialogue, en fait, entre les vignettes que j'ai vues. C'est ça. Mais je sais que c'est très difficile pour les gens d'absorber la chose, particulièrement par le manque de dialogue en général, ou quand il y en a, c'est un dialogue. Oui, effectivement. Je disais en pré-entrevue qu'il n'y a pas de dialogue, mais en fait, c'est comme une langue inconnue, ou des langues inconnues qu'on entend. Il n'y en a pas beaucoup de ça, mais il y en a, mais ça fait que ça laisse plus de gens à se poser des questions sur le contenu, puis et pourquoi les ci, les ça, puisqu'il n'y a pas d'explication. Et c'est quoi parce que tu parlais de thématiques, de concepts, c'est quoi les thématiques que tu voulais aborder avec Atmo Rocks? Ben, particulièrement, il y en a 2 qui sont vraiment les principales de ça. Il y a plusieurs petits entre-ci, là, mais c'était surtout sur la surconsommation en général. La société de consommation. Oui, puis particulièrement au niveau des médicaments. Puis je sais qu'au Québec, entre autres, c'en est plus une cause qu'ailleurs. Oui, ça a l'air qu'on en prend beaucoup au Québec. Oui, puis un peu aussi le côté, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Ça a beaucoup influencé aux États-Unis à cause des fameuses publicités qui te listent un nombre incalculable de side effects, si tu veux, puis tout avec un beau langage, tout ça, mais ils sont comme obligés de le faire. Mais c'est absurde comment tu as l'impression que ces pilules-là sont plus là pour te tuer que d'autres choses. Okay. Une critique sociale à ce niveau-là, d'un certain sens, mais c'est pas in your face, là, si on veut, là, directement démontré. Puis aussi... Non, mais je l'ai quand même perçu, moi, ce côté-là, société de consommation. Il y a un aspect aussi au niveau des communications qui est vraiment important. Oui, c'est ça aussi, dans le monde où on est, où tout le monde est espionné de X diverses façons. Je voulais pas le faire extrêmement évident non plus, donc c'est à travers différentes méthodes, à travers différents personnages que tu te rends compte, un espionne sur lui, l'autre espionne sur lui. Donc c'est une espèce d'aura, d'un peu de paranoïa, de surveillance à tout point de vue. Donc c'est un peu dans ces thématiques-là que je voulais jouer, puis donner la chance aux gens d'interpréter ça à leur façon. Ouais. Moi, j'ai vu tes 2 derniers longs métrages. Puis dans les 2 cas, il y a comme un petit look de série B de science-fiction. C'est volontaire? Qu'est-ce qui... Il y a pour 2 raisons. La première, c'est que tout d'abord, ces films-là sont faits avec des budgets qui sont loin d'être énormes. C'est pas subventionné, c'est de l'argent privé. Oui, de l'argent privé. Donc, on n'a pas des grosses masses. Puis, dans cet esprit-là, je me dis, je ne vais pas essayer de faire un film qui a l'air de 80 millions si j'en ai le millième dans mes poches pour le faire. Donc, sinon, ça a l'air on donne l'impression de se forcer trop, puis en bout de ligne, ça a l'air qu'éteint. Là, je veux embrasser le manque de budget en utilisant ces sources-là pour le faire d'une autre façon. Donc, tu exploites en fait le côté modeste de ton budget. C'est ça. Puis d'un autre côté, j'adore les films de série B aussi. J'en ai consommé beaucoup. J'aime particulièrement celui qui est italien des années 80, fin 70, tout ça. Donc c'est une référence culturelle pour toi. Ouais, c'est parce que j'aime vraiment le look. Puis aussi, dans ce cas-ci, dans ce film, il y a des monstres, mais ils sont vraiment, entre guillemets, mal faits. Je voulais les designer complètement plus cheesy que d'autres choses. Il y a comme des tentacules qui sont faits, entre autres, avec des ballons. D'ailleurs, c'est toi, Laurent, je pense, qui porte ce costume avec les tentacules. Exactement. Comment as-tu été approché par Pat pour faire cette production-là? Puis c'est la première fois que tu travailles avec lui? Non, j'ai travaillé dans les 2 derniers longs métrages avec Pat. Puis là, on a fait un photoshoot. Dans celui-là. Puis là, quand j'ai vu ça, il dit, serais-tu prête à pousser dans cette veine-là? J'ai dit absolument. J'ai dit, c'est thérapeutique. On y va.
Fait que Est-ce là, que c'est difficile pour un acteur de travailler sur un projet aussi atypique? Pas pour moi. Pas pour moi. Je trouve il y a une psychothérapie en quelque part là-dedans qui me réconforte, je suis content d'exister maintenant. Pour Pat Tremblay, dans le sens que je suis un produit Pat Tremblay, ou Summer Self. Mais puis j'aime ça. C'est une nouvelle vie. Je suis quincaillier depuis 40 ans. OK. Je suis dans des clous et de la peinture. Mais avec Summer Self, je suis rendu un comédien, un acteur. Je veux pousser dans l'acting. J'aime ça. Là. Tu as été immortalisé on peut dire. grâce à Pat. Absolument. Ah, c'est pas. Et pour ce qui est aussi un aspect, justement, qui est très présent dans ton jeu, mais dans le film en entier, il y a un aspect humoristique qui est présent dans Atmo Rocks, mais aussi dans le précédent. Est-ce que ça, c'est un moyen de rendre ça plus accessible au public? Qu'est-ce qui t'amène à amener... Accessible, j'espère que ça aide dans ce sens-là, mais c'est malheureusement pas ça, dans le sens où j'aime vraiment les films sérieux, dark, puis etc., tout ça, puis, mais quand ça arrive à mes projets, je suis incapable de pas mettre de l'humour en quelque part parce que ça fait trop partie de moi de toute façon. C'est naturel comme... C'est naturel, je peux pas m'empêcher de rire du contenu, je veux pas me prendre au sérieux pour rien. Je veux dire, tout en amenant un contenu intéressant, mais je peux pas m'empêcher de mettre l'humour là-dedans parce que ça fait partie de moi. À un moment donné, peut-être je vais vraiment axé puis être focusé sur un truc plus obtus ou sérieux. J'aimerais faire ce genre de truc-là aussi, mais à date, tout ce qui m'a amené, tout ce que j'ai décidé de faire vire à l'humour ultimement. Parce que pour moi, ce film-là, même si c'est ci et ça, pour moi, ultimement, c'est une comédie, là, mais bon. Ouais. Oui, ben c'est indiqué aussi. Ben je dis ça apparaît dans Delicious Acres aussi. L'aspect comique était évident. Là. On voyait que c'était volontaire. Au-delà de tes productions, tu travailles sur d'autres projets de d'autres réalisateurs. J'ai vu, entre autres, sur ton site, que tu avais fait le montage du documentaire L'autre monde, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Richard Stanley. Toi, comment tu apprécies son cinéma? Comment tu l'as connu, en fait? Ben, il est venu ici dans les... 97, en tout cas dans les débuts de Fantasia, puis il était ami avec des amis communs, puis je le connaissais vaguement comme ça, dans de petites rencontres ici et là. Puis il est revenu à travers d'autres années, donc j'ai eu la chance de le rencontrer plus longuement. Puis ce qui a plus solidifié notre amitié, en fait, c'est à Sitges en Espagne, quand on a présenté Delicious là-bas. Il était là aussi, puis il s'est retrouvé être membre du jury, donc on a passé une longue semaine ensemble à jaser, tout ça, etc. Donc quand est venu le projet du documentaire qui était filmé par Karim, un ami aussi à moi, il a proposé, hey, ça pourrait peut-être être Pat qui fait le montage, puis là, vu qu'il m'avait connu, etc., il dit, ah oui, c'est super cool. Puis je suis descendu 2 mois en France, chez eux, vivre chez eux pour le faire, donc j'étais dans son environnement. Il reste dans le coin du Mont-Ségur, ouais, c'est ça, hein? Mont-Ségur, direct à sa maison, au bas de la montagne. Là. Il ne reste pas beaucoup de temps, il ne reste plus de temps, en fait, mais juste pour nos spectateurs, comment ils font pour pouvoir voir tes longs-métrages? En ce moment, il est juste en festival pour ce qui est festival d'Atmo pour Rocks, Atmo, là. Il en reste 3, Mexique, San Francisco, puis il y en a un autre que je peux pas dire, mais en tout cas, parce qu'ils l'ont pas annoncé encore. Delicious, lui, il est disponible sur Amazon, en VOD aussi, je pense, sur iTunes, ouais, c'est ça, puis ou en achat, en location VOD, puis en achat sur Amazon aussi, ou dans les Walmart, mais aux États-Unis. Fait que le marché est de là en particulier. Là. Parfait. Mais je pense qu'on peut commander puis l'avoir, en tout cas, pour ceux qui trouvent le truc de le faire. Ouais. Ben, en tout cas, bonne continuité pour les festivals. Merci. Alors, Laurent, Pat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. De retour après la pause, on vous présente un nouveau reportage de l'Étrange Montréal. Vous êtes de retour à l'étrange programme. Nous recevons maintenant Alexia Soton qui vient nous parler du reportage qu'elle a fait pour nous cette semaine. Alors, Alexia, bonjour. Bonjour Jason. Sur quoi porte ton reportage cette semaine? Alors, on s'est rendu à Ahuntsic pour une conférence sur la science-fiction et le fantastique québécois à la librairie Monet où Pierre-Alexandre Bonin nous a accueillis. OK. Le très érudit. Ça, c'est un des libraires de Oui. l'endroit, c'est ça? Oui, c'est un libraire de la place qui a animé la conférence où en fait 4 auteurs québécois présentaient leur approche en fait par rapport à la science-fiction québécoise. À ces genres. Parfait. Ben, allons voir ça. Nous sommes à la librairie Monet pour une table ronde autour de l'histoire et de la tradition de la science-fiction et du fantastique au Québec.
En tant que librairie indépendante, quel est le mandat de la librairie? C'est à la base de promouvoir la librairie, plus spécifiquement la littérature en fait, de promouvoir le livre, la littérature québécoise particulièrement. Donc, dans chacune des sections, on a une bonne représentativité de la littérature québécoise aussi. Évidemment, notre mandat premier, c'est d'être les passeurs, les transmetteurs de culture. Donc, c'est très, très important pour nous là, d'avoir une expertise à ce niveau-là. Par exemple, en jeunesse, on a 95% environ du fonds disponible en littérature québécoise. On a une bonne sélection en SFFQ, donc science-fiction fantastique québécois. Même chose du côté du polar. Pour vous, c'est important que ce genre d'événement ait lieu? Ben oui, c'est sûr. Parce que plus on en parle, plus on a envie d'y goûter. Puis quand on y goûte, la plupart du temps, on reste. Parce que la science-fiction, le fantastique, au Québec et ailleurs, c'est vraiment une littérature qui accroche par le cœur, qui accroche par l'imaginaire. Puis une fois qu'on a goûté à ça, la plupart du temps, on retourne pas à autre chose. Quelle place occupe la littérature de l'imaginaire pour les jeunes? Au Québec, du moins, depuis 10 ou 15 ans, on a vu une explosion de la fantasy, surtout. Fantasy fantastique, mais surtout fantasy. C'est, je dirais, presque une épidémie, tellement ça s'est répandu rapidement. À l'école, c'est encore perçu comme de la paralittérature, c'est-à-dire une littérature de genre à côté. Mais on travaille de plus en plus, entre autres au collège, à amener à faire comprendre que la paralittérature, c'est aussi un outil de communication avec le plus grand, dans le fond, le plus grand bassin de lecteurs possible. C'est à travers ça qu'on réussit à passer des messages, à critiquer à quel point, à critiquer certains aspects de la société ou que ce soit. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire du fantastique et de la science-fiction? Au départ, j'ai commencé à écrire autre chose, des nouvelles pour la plupart, et on dirait que je bifurquais toujours dans le sens de ce qui n'existait pas. Et j'ai fini par comprendre un petit peu ça venait d'où. Quand j'étais adolescente, j'ai lu pratiquement que du Stephen King. J'ai allumé là-dessus et je me suis rendu compte que tout ce qui existait, je m'ennuyais. Et tout ce qui n'existait pas, ce qui était la science-fiction, fantasy, fantastique, c'était vers ça que je tendais naturellement. Alors, quand je suis arrivée dans le milieu de la science-fiction, fantasy, fantastique, c'est vers ça que je me suis dirigée naturellement. D'autres conférences sont prévues dans le courant de l'année à la librairie Monet. Visitez tout simplement le site librairiemonet.com pour plus d'informations. C'est maintenant le temps de notre deuxième chronique. Sébastien Bourget, bonjour. Salut Jason, ça va? Salut oui, Lise. toi. Là, tu fais une nouvelle chronique cette année où tu nous parles de jeux vidéo. Ben absolument, on va explorer un peu les jeux vidéo, en fait les nouveautés qui sont produits à Montréal et au Québec. Donc ça va être très très intéressant, je pense. Et là, le jeu que tu veux nous parler de ce soir, c'est quoi? Ça va être Dead by Daylight. En fait, vous connaissant, je suis pas mal sûr que vous êtes déjà posé la question quel effet ça fait de se faire poursuivre par un tueur en série masqué, comme dans les films de slasher des années 70 et 80. Si vous vous posez cette question-là, je suis pas mal sûr que le jeu Dead by Daylight est pour vous. Alors, grosso modo, c'est un jeu qui est disponible sur PC, conçu par le développeur montréalais Behavior Interactive. C'est un jeu d'horreur qui se joue à 5 joueurs. L'action se passe dans 4 vastes environnements inspirés des lieux classiques qu'on trouve dans les films d'horreur. Une forêt, une cour à ferraille, une ferme abandonnée, puis un asile. Donc, la forêt, est-ce qu'il y a un camp de jour? Pas vraiment, mais il y a un cimetière par contre. Alors, grosso modo, c'est 4 joueurs qui incarnent des survivants qui doivent résister aux attaques d'un tueur masqué, invincible, contrôlé par le 5e joueur. Donc, le gameplay, quand on est un survivant, pour gagner la partie, il faut tout simplement trouver dans l'environnement 5 génératrices électriques qui sont cachées. Il faut tout simplement les réparer. Puis une fois que les 5 sont réparées en même temps, les portes de l'environnement s'ouvrent et les survivants sont capables de sortir. Donc c'est très court. En fait, ça dépend de la stratégie employée. Donc, ultimement, pendant la partie, les survivants sont avertis de la présence du tueur par des bruits de battements de cœur. Donc, plus le tueur est près de vous, plus il y a de la musique qui embarque, les battements de cœur sont augmentés.
augmenter. Et c'est aussi ce qui augmente beaucoup le facteur stress du côté des joueurs, c'est que le joueur est très vulnérable. Il y a une barre d'énergie extrêmement petite, donc voilà, c'est très facile de se faire tuer à coups de machette, etc. Okay. Et les survivants, par contre, contre le tueur, peuvent se défendre en se débattant pour, admettons, se défaire de l'étreinte mortelle du tueur ou aussi l'aveugler à l'aide justement de la lumière d'une lampe torche qu'on lui envoie devant les yeux. Comme ça, le survivant peut se sauver et aller ailleurs. Et le gameplay change aussi parce qu'on peut contrôler le tueur. Alors, dès qu'on joue avec le tueur, on a un avantage, c'est-à-dire qu'il est plus grand et plus rapide que les 4 autres joueurs. Puis, pour empêcher les survivants, justement, de gagner, d'activer les 5 génératrices, le tueur peut utiliser son arme principale, qui est une machette, un gourdin ou une massue. Puis aussi, il peut capturer et immobiliser les survivants grâce à des pièges puis des mécanismes de torture disséminés à travers toutes les maps. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on peut choisir entre 3 types de tueurs et chacun d'entre eux a une mécanique spéciale, un petit pouvoir spécial. Est-ce qu'on est obligé de jouer à plusieurs? Oui, absolument. En fait, c'est ça le fun du jeu. On ne peut pas jouer tout seul, en fait. Exactement, oui. Okay. Fait que pour revenir à ce que je disais, c'est ça, un des tueurs peut poser des pièges sur le sol, l'autre peut devenir invisible, puis l'autre peut attaquer les autres à coups d'une tronçonneuse. Le jeu possède plusieurs aspects positifs qui ont été relevés depuis sa sortie. Bon, en premier, ça donne une expérience multijoueur super intéressante puis divertissante. En fait, je vous promets que dans la même partie, vous allez rire, vous allez être angoissé, le stress est garanti, puis impossible de ne pas être épuisé à la fin d'une... Il nous reste plus beaucoup de temps, donc en terminant, en fait, combien ça coûte, puis c'est disponible sur quel appareil? Absolument, c'est disponible uniquement sur PC via la plateforme d'achat en ligne Steam et pour un prix quand même assez raisonnable de 21,99. Puis pour ceux qui sont plus collectionneurs, il y a une version de luxe à 32,99 qui inclut la copie du jeu, la bande sonore, ainsi qu'un petit livre de dessin conceptuel. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va aller voir ça sur Steam, c'est ça? Go, go, go. Parfait. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Élise. Merci. Alors, ça met fin à notre émission ce soir. On se voit la semaine prochaine.